Salut, salut. Salut, salut. Qui contact. Ça brille. Pérépép. Salut, Yvette. Partagez le plus possible pour que ça atteigne les gens et likez de préférence. Salut tout le monde, salut Samir. Bonjour Chérif. DYDD, tac tac. Salut. Salut, salut. Bon, c'est parti pour un live à peu près de 1h30, 2 heures. Voilà. Salut ND, salut Samir. Salut Double Blanc. Ouais. Ça va. Le temps que ça atteigne du monde. Ouais. Alors, quoi de neuf? J'aimerais bien que des gens demandent à monter pour raconter un petit peu leurs histoires. Parce qu'écouter c'est bien, mais nous raconter aussi vos histoires, ce serait bien. Ça fait partie d'un retour d'expérience ou ne serait-ce que raconter son histoire personnelle vécue à bord ou l'a entendu et écouté à travers d'autres personnes. Anis, salut. Oh, loin de moi la prétention de représenter l'aviation. Anis, tu me dis salut l'aviation, salut Nordé, ça s'arrête là. On parle aviation. Et merci quand même. Merci Anis. Tout bas. Voilà, il est à Montréal normalement. S'il est réveillé, il va se joindre à nous. Salut, bonjour, double blanc, merci. C'est pour quand le périple, double blanc? Si j'ai bien compris, c'est le 12, non, le 10 ou 12. Je ne suis pas du domaine, mais j'admire énormément vos lives. Ben, merci. Alors, si tu admires, tu aimes. Si tu aimes, tu likes. Si tu likes, tu apprécies. Si tu apprécies, tu as des choses. Ah ben voilà, c'était le 10, oui. C'est ce que je me disais aussi. Salut à Prader. Salam. Départ de 10. Weather. If weather is permitting, I think it will. It will permit. Merci, double blanc. Ça, c'est un voyage en voiture. Merci. Najim avec ça dans l'avion. Mais qui m'a gibé. Moi, je viens avec plaisir. Moi, j'en ai rien à foutre. J'aime bien les découvertes des trucs comme ça. Day 93. Me too. Sabrina, salut. Bonjour. It's a coffee time. Je te jure, j'aurais été au State, je t'aurais proposé de venir. Parce que ça doit être vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Je voulais savoir comment font les membres d'équipage quand il faut passer des nuits un peu partout.
Puis il s'adapte. Ramsey, il s'adapte. Tu sais, le programme, il est... Les programmes de pilote sont aléatoires. Et chaque 26 du mois à peu près, ils ont le roster du mois d'après. Donc ils s'adaptent. Et, et ils adaptent leur vie personnelle en fonction du programme qu'ils reçoivent. Il faut savoir aussi que quand ils demandent des congés, c'est pas évident qu'on leur octroie le congé. Donc c'est une question d'adaptation. Au début, c'est un peu difficile parce que les gens sont habitués à autre chose, mais au fur et à mesure et au fur des années, ça rentre dans l'ordre. Le gars, il est déjà pratiquement programmé pour ces vols-là. Denzel, Denzel, is it Denzel Washington? شيخ شحال تقدر تطلع من حقيقة معايا طائرة من حقيبة معايا للطائرة شحال تطلع. D'après Algérie, ils ont dit deux, non? Une à bord et une au sud. Une à bord qui ne doit pas dépasser 10 kilos. Mais 10 kg. Il doit aussi laisser passer du monde. Non, non, pas spécialement. C'est ce qu'on appelle des déclarations générales, c'est des DG. Donc, vu que le pilote il est considéré comme frontalier, pendant l'exercice de ses fonctions, son passeport pratiquement il est affiché partout dans les escales qu'il va visiter ou desservir avec ses vols. Arrivé sur place, il y a une déclaration générale sur laquelle il y a écrit tout l'équipage, du commandant de bord jusqu'au PNC, tout l'équipage. Et donc c'est un couloir clos, un couloir pour ne pas trop entrer parce qu'ils sont en tenue et tout. Donc voilà, mais ils n'ont pas un pass du monde entier. Bonsoir messieurs, le code détresse SOS comme la marine. Melik, non, c'est... Le code SOS, c'est pas SOS, c'est du Mayday. Quand c'est emergency, c'est du pan quand c'est 3 fois. Mayday quand c'est une emergency. Ou la pan quand c'est une panne moteur. Ou panne préçue ou quelque chose. Mais quand c'est une emergency, c'est Mayday. Ça remplace le SOS. Elle dit salut. Je suis en stress, attends. Je suis en stress et il reste 2 certifs ATP à passer. Sable noir. Il te reste que 2 certifs à passer. Alors ne stresse pas, révise, qui m'a et ça se passera très bien. Younes, bonsoir. Chut, commence à s'énerver, mais caniche, qu'est-ce que j'ai dit? Salam, alawa. Attendez 2 minutes, je vais mettre... parce que quand il y a du monde qui arrive de l'autre côté, il y a mes caniches qui s'énervent un peu. Voilà, elles s'énervent. Daisy, Oli, reste tranquille. Reste tranquille. Arrête d'abouer. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas monter sur le live? Descends. 1 minute, s'il vous plaît. C'est des véritables alarmes. C'est des véritables alarmes. Salut, Alpha Papa, Tango Alpha. Je n'aime pas trop dire Aptata, aviation. Tu as eu du monde qui s'est intéressé à l'école ou pas, Aptata? Depuis que tu es passé, Flight Simulator 10, vous en pensez quoi? Je ne l'ai pas utilisé dans le Microsoft. Je l'ai pas essayé, donc je ne peux rien dire.
Salaire, j'aimerais savoir, est-ce que je peux faire ma formation pour avoir mon ETPL en dehors d'Alger? Ça dépend où tu habites. En dehors d'Alger, tu veux dire quoi? Si tu es du côté de Betna, tu as Horace Aviation. Si tu es du côté de Boumerdès, tu as Sky Training. Si tu es à Alger, tu as la TE, je pense. Ou bien si tu es à l'étranger, ben, tu peux le faire en modulaire ou bien en continu. Tu choisis ton école. Pardon. Que dois-je faire pour devenir pilote? Sachant que je suis en première année d'université. Eh ben, tu veux faire pilote pour la carrière pilote ou bien tu veux faire pilote privé? Parce que tu es à l'université, déjà tu as des prérequis pour suivre une formation de pilote. Tu n'as qu'à te rapprocher d'une des écoles sur Internet. Si tu es en Algérie, la RI 46. Sinon, si tu es en France, pareil, tu tapes et tu vois quelles sont les écoles et tu vois quelles sont tes possibilités de suivre une formation. C'est surtout une question de moyens après. Et si tu es en Algérie, bon, ben déjà tu es en première année, il te reste 2 ans d'université pour pouvoir appliquer plus tard, quand tu termines ton cursus, et voilà, c'est tout. Sinon, pilote privé, tu peux à n'importe quel si tu es en France ou là en Europe ou là, n'importe quel aéroclub. En Algérie, c'est un peu compliqué, il n'y a pas d'aéroclub pour l'instant. On attend l'éclairance de l'Agence nationale d'aviation civile qui doit se pencher sur ce problème d'aéroclub et ensuite ouvrir tout ça. Et pourquoi pas lancer la FASA, la Fédération de sport aéronautique. Ce serait bien. Airbus ou Boeing. Si tu es sur Airbus, enfin moi j'étais sur Airbus, donc c'est Airbus. J'avais fait du Boeing avant. Si j'avais fait de l'Airbus ensuite du Boeing, je t'aurais dit Boeing si j'avais terminé ma carrière sur Boeing. Mais vu que j'avais terminé ma carrière sur Airbus, bah, je dis Airbus. Savez-vous piloter un Boeing 707 comme dans cet avion? Non. Je pourrais le piloter en faisant sa QT, sa qualification de type. Mais d'abord, il n'existe plus, le 707. Et c'est d'ancienne génération. Donc, voilà. S'il existait et si j'étais encore en fonction et si on me l'avait proposé, j'aurais dit oui avec plaisir. Salut Elias. Salut Nordine, Ça va ça bien? va Captain? Shalakom, salut tout le monde, salut le chat. Ça va, tu nous as manqué hier. والله توحشتكم يا حتى لقيت روحي خلاص j'ai cliqué sur le live, c'est écrit il y a 3 heures قلت له يا حي فاتك الفيلم. Oui, voilà, je me suis dit ben, là, que tu avais des réunions, de l'information. Là, voilà. Ah c'était hard, c'était hard. شكون جا البارح؟ Il y avait JB, Morad a rejoint, il y avait du monde qui sont montés aussi pour leurs histoires. C'était sympathique. Ah bah très bien. Il y avait bien sûr notre L'ours blanc. ours blanc. Petit ours blanc, c'est Indiana, mais c'est Indiana Jones, c'est Harrison Ford. comme Indiana Jones. Est-ce que la conduite d'avion est très difficile? Non, c'est une question d'adaptation et de formation. Alors, attends, je suis en train de défiler parce qu'il y a des questions qui sont passées. Eh bien, je suis content pour toi, la Tata, pour 2 personnes déjà, c'est bien. C'est grâce. Alors, c'est ATS Aviation. Oui, Alger, c'est. Bon, il est beaucoup plus à ATS et Aviation. Oui. Mais Bombardier, c'est Sky Training Aviation. C'est l'inverse, c'est Voilà. STA. C'est Sky Training Aviation. Et Alger, c'est ATS, c'est bien ça, ATS. ATS c'est Aviation Training School. Ah, d'accord, donc voilà. Là où enseigne JB. Exactement. Farid D'ailleurs il Bouazizi. était l'ancien DG. Le PDG d'Air Algérie s'est exprimé sur les projets de la stratégie de la compagnie. Eh ben, c'est bien, je pense que j'ai vu un aperçu. Oui, ايه on l'a vu في الحياة ريجنسي وقيلا سيتي مع السبلا.
Oui, ouais. Donc il s'est étalé un peu sur les perspectives et tout. C'est bien. Quand est-ce qu'Air Algérie embellit sa flotte avec 380? Je pense que jamais, parce que c'est pas un avion qui peut offrir non seulement un marché pour Air Algérie, mais en plus très lourd au suivi et au remplissage surtout. C'est pas un marché pour l'Algérie, le 380. Il a dit que 15 nouveaux avions ne sont que le début. Ben, forcément, forcément. Alors, Salim Karim. Attends, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'ancienneté française pour faire la formation? Et s'il vous plaît, est-ce qu'il faut l'ancienneté française pour faire la formation là-bas? Où là-bas? En Algérie? Je pense en Europe, je pense normalement non. Zidou Bara, non. Non. وما يحوسوا غير دراهم برك. Pour la formation, non. Que tu sois français ou l'autre nationalité, pour la formation, non. Maintenant, pour le recrutement, les compagnies exigent, du moins Air Algérie demande à ce que le gars soit algérien. Maintenant, tu peux avoir 50 000 nationalités autres, c'est pas un problème. Mais il faudrait que tu sois algérien pour être recruté en Algérie. Je pense pareil pour plusieurs compagnies, hein, mais je saurais te dire lesquelles. Je suis en Algérie, attends. Je suis en Algérie, je souhaite une carrière de pilote. Bellari 46, si tu es en Algérie, fais en sorte de dépasser ton souhait de carrière. Regarde tes prérequis, regarde ce que tu as comme niveau. Tu veux faire une carrière, là, c'est pas une formation de pilote privé. Et donc, voilà. Ah, Nadir Ahmad, ben, je suis content de l'apprendre. Le JTX avec le pack 2 est résolu. Eh bien, c'est bien. Parce que je pense que Mourad m'avait dit la dernière fois, ils sont venus avec un dispatch. Il avait le pack 2 en dispatch. Eh bien, c'est bien. Ben, c'est une bonne chose avec l'été, hein. Au moins, ça leur permet de monter le peu plus haut que 340, 350 et tout. Salut, Nordine. Red Fox. فيديوهات صورتنا الشخوي البار. Merci, yes. Il a déclaré des problèmes maintenant. Bonjour, Captain. Ont-ils résolu des problèmes? C'est en cours. Parce qu'il n'avait pas qu'un seul problème. Le seul problème, enfin le plus gros problème, c'était cette histoire d'AOA pour contrecarrer le trip et tout. Mais sinon, il y avait l'autre problème au niveau de la conception, c'est-à-dire au niveau de la chaîne de montage, il y a eu des manquements qu'ils ont essayé de régler au fur et à mesure. Oui, c'est la maintenance, la conception et tout. Et d'ailleurs, ils ont changé tout le management à cause de ça. Attends, on va voir. Bonjour, Moll comment vous 110. allez? Oui, salut. Oui. Je voulais vous poser une question. Vous préférez Boeing ou Airbus? J'ai répondu dans le chat, j'ai dit, moi j'ai terminé ma carrière sur Airbus, donc je préfère Airbus pour tout ce qu'il m'a offert pendant 13 années de bonheur. Voilà, c'est-à-dire en pilotage, en quiétude, en no stress, en beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Donc, vous étiez pilote d'Airbus pour quelle compagnie? Air Algérie, Ok. Pour vous, quel est le meilleur avion de la génération, le 787 Dreamliner ou l'A350? pour moi c'est la 350, pour avoir fait du 330. Donc maintenant le 787 qui est continuité pratiquement du 777 est aussi un excellent avion, même s'il a présenté quelques petits problèmes au début avec ces histoires de batterie de lithium et tout. Mais sinon, bon, il faut savoir qu'un avion, plus il est neuf, plus il est bien achalandé en avionique, en matière aéronautique, plus c'est intéressant de le piloter. Voilà. Ok. Moloé, tu es Moléo, Molé, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Ça va et tu t'intéresses à l'aviation?
Ouais, beaucoup. Mon avion préféré. Avant, je préférais Boeing à Airbus, mais en ce moment, j'aime beaucoup l'A320. C'est très bien. Donc, j'imagine que tu as un simulateur à la maison, un petit Non, sim. pas encore. Je veux bientôt en acheter un. C'est bien. Et tu dois remercier tes parents pour ça ou c'est toi qui travailles pour ça à 13 ans, ça m'étonnerait, mais bon. Je dois travailler bien à l'école pour avoir des Voilà, notes et voilà, ça, pour qu'ils me l'achètent. ça c'est très important. Et travaille bien à l'école et tu auras pratiquement tout ce que tu veux, Ouais. au moment voulu. Merci, mon Et Léo. je te Merci à vous conseille aussi. d'utiliser Flight Simulator 2020 et pour la 320, Oui, tu peux Microsoft utiliser Flight la Simulator, 320 de Phoenix. c'est ce que Utilise je le comptais. Phoenix, il est très bien comme add-on. Ok, merci. Bon courage à toi, big up. Au revoir aussi. Ok, passez une bonne journée. Ciao. Au revoir. Ah, c'est intéressant de voir que de plus en plus de jeunes s'intéressent. Mais c'est ça l'ouverture, c'est ça la nouvelle génération. Et ça, Exactement, et l'information elle est disponible. c'est que ce gars va être passionné très tôt. Il est passionné déjà, mais il va être passionné de plus en plus. Et aller dans ce sens. Et ce sera un des futurs probablement pilotes là où il réside. Ce serait bien, c'est bien. Comme ça, la relève est assurée. On va voir. Allez dire. Oui, Karim, Bonjour, Captain Mojrak. ça va bien, merci. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah yahnik. Captain Mojrak, j'ai juste un petit problème. Enfin, ça m'intrigue, ça fait longtemps, concernant le Capacitation Pilot. Oui. Alors, ce que j'ai remarqué, le Boeing, c'est le un cockpit, c'est gênant un petit peu par rapport à l'Airbus. L'Airbus, il est spacieux, c'est le terrain, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vraiment gênant, Attends, le Boeing. attends, Est-ce que vous pensez que... Karim, attends, tu as dit, tu as un peu de bruit. Karim, Pardon? arrête ton micro, après quand tu veux parler, tu l'as dit. Arrête ton micro. Il y a beaucoup de bruit. Tu as dit, j'ai remarqué sur le terrain. Qu'est-ce que ça? Je ne sais pas, c'est le son. Est-ce qu'elle est bien? Vous m'entendez bien? Bon, ça, je t'entends. Qu'est-ce que tu voulais dire par... Oui, oui. Sur l'Airbus, c'est spacieux. Par contre, cockpit 1G, il est gênant un petit peu pour retirer le Karim, copie ou le commandant. C'est Karim, j'ai tellement compris. l'espace il est restreint. Oui, Karim, Karim, oui. j'ai compris. Ah, Je très bien. voulais te dire, explique-moi, tu m'as dit sur le terrain. J'ai vérifié sur le terrain. Ça veut dire que tu travailles à bord ou pas? On a fait c'est des tests, c'est pas réel, c'est des tests, mais j'ai trouvé que c'est gênant pour Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? tirer C'est un métier. Je suis PNC, on était ensemble, AH. D'accord, alors présente-toi, tu me dis super. C'est la personne. Tu m'as dit, j'ai vérifié sur le terrain. J'ai dit, celui-là, il doit connaître puisqu'il a dû voir. Bah, effectivement, tu as raison. Le cockpit du 37 est petit. Mais tu as vu que le siège, quand il y a une capacitation, d'abord, du coup, le captain ou bien le first officer va appeler le PNC. Il y a la molette en bas. Parce que le 137, c'est pas électrique pour retirer un peu le siège vers l'arrière. Donc il y a la molette, elle se retire, c'est malléable. Ils lui mettent les harnais. S'ils doivent le garder là-bas, ils lui mettent les harnais. S'ils doivent le déplacer, ils peuvent le déplacer. Mais il n'y a aucun problème C'est vrai que l'Airbus, le cockpit de l'Airbus est plus grand. Ça, c'est parce que l'Airbus est un gros porteur. Sur 67, c'était pareil. Le cockpit est grand, type 7 aussi. Tu prends l'ATR, tu as vu le cockpit comment il est. Et pourtant, s'il y a une capacitation, il y a toujours la poignée qui est sur le siège. Quand c'est à droite, la poignée, le levier, il est à gauche du siège. Quand c'est à gauche, le levier, il est à droite du siège.
Donc, il suffit de faire une pression vers l'arrière de cette molette, plutôt ouais, le levier, et le siège fait pratiquement un retour arrière et à 90. Donc, il va se remettre à droite. Et là, les gens peuvent intervenir sur l'extraction de, du pilote, que ce soit copilote ou les commandant on a capacitation. Bon, c'est vrai, le poste est exigu, mais ils n'allaient pas faire un poste sur un 37 gros poste, enfin grand poste pour une cabine qui prend 101 à 162 passagers. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, allume ton mic, qu'est-ce que tu en penses? Allume ton mic. Allume ton mic. Alors, comme ça, c'est bon. Oui, vas-y. Il y a un problème, je pense, Mike. Oui, tu as du bruit, tu as beaucoup de Là, bruit. je vous ai dit, c'est vrai que le Boeing, c'est un petit peu, c'est c'est gênant, mais il y a toujours utile la manette horizontale, on glisse le siège vers l'arrière, et puis il y a un virage, donc il laisse un peu d'espace. Mais ça reste les instruments, il y a un risque de les toucher avec des pieds, avec le corps, surtout quand il s'agit d'un corps vraiment corpulence. Même si tombe C'est sur quand quelqu'un il est petit, il n'y a même pas de si, risque sur les instruments. attends, même si la personne tombe sur le manche, et là, il est à gauche aussi, ou là, il est à droite aussi. Quand on lui met les harnais, il y a une autre molette qui fait bloquer les harnais pour empêcher que le corps ne tombe sur le... Parce que l'incapacitation, elle va se voir tout de suite. Si le gars il fait une annonce et que le gars ne répond pas, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite appeler, on va lui mettre les harnais. Et quand on met les harnais, il y a même une autre molette qui est rabattue et elle est rabattue quand le harnais fonctionne normalement et elle est mise en position up pour bloquer l'harnais. Donc, même si la personne veut tomber sur des commandes, elle ne pourra pas. Sur Airbus, c'est autre chose. Même s'il tombe sur le side stick, il y a la possibilité d'appuyer pour prendre des commandes et inhibiter le côté ou droit ou gauche. Ça dépend de lequel est dans la capacitation. D'accord, Karim? Mais tu as un bruit strident. Je ne sais pas si tu es dehors. Et quand tu allumes ton mic, ça. J'espère t'avoir répondu. Salut JB. Salut les amis, ça va? Salut JB. Salut Elias, tu vas bien? Et toi? Ouais, ouais, tranquille. Alhamdoulilah, on fait marcher. C'est bien. Il vaut mieux faire marcher que se faire pousser. Ouais. Les frais de scolarité, c'est entre 80 et 120. Bon, je ne sais pas qui tu réponds, mais je pense que c'est ça, 80 000. Une amie avait réservé un billet avec Air Algérie. L'embarquement, c'était pas Air Algérie. C'était Air Algérie, c'était un avion affrété. Donc c'était l'avion de High Fly ou l'avion de 320 de la compagnie grecque. Mais c'est toujours un billet Air Algérie et l'avion peut être un avion affrété par Air Algérie qu'Air Algérie utilise pendant une certaine période. C'est tout. Donc, mais c'est toujours Air Algérie. Ça dépend beaucoup de facteurs généraux. Ouais, donc c'est Michel qui répond. L'utilisation, ça prend combien de temps? Des études de pilotage. Ça dépend comment. Une petite question, ça prend combien de temps? C'est entre 20 24 mois à peu près. Et ça dépend quel niveau tu as et qu'est-ce que tu veux faire exactement comme formation. Comptez 2 ans et demi. Les pilotes pour les avions affrétés, les pilotes en général, ce ne sont pas des Algériens, ce sont des pilotes de la compagnie, puisque l'avion, et juste on vous explique, il y a deux types d'affrètement d'avions. Il y a ce qu'on appelle le dry lease et le wet lease. Le dry lease, on loue l'avion sans équipage, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est des pilotes de la compagnie qui a loué l'avion qui vont piloter l'avion.
Et si c'est un wet lease, l'avion est loué avec son équipage. Donc à ce moment-là, c'est des pilotes de la compagnie propriétaire de l'avion. Voilà. Exact. Tu as aussi l'ACMI, je pense qu'il y a l'ACMI Aircraft, Oui, c'est ça. L'ACMI, c'est le machin, wet lease. assurance, machin. Wetlease. Wait list. ACMI, c'est wet lease. On a CMI, c'est vrai. ACMI, Crew, ACMI, c'est wet assurance, lease. maintenance, Parce que entretien. ACMI, c'est Airplane Crew Maintenance Insurance. Donc, Insurance. c'est avec équipage. Voilà. Et généralement, c'est des avions qui sont pris pour une enveloppe horaire de 200 heures à peu près, renouvelable si possible, si besoin plutôt. Et sinon, ben, C'est ça coûte 240 heures en général. 200. 240 heures. Voilà. Enfin, alors, le tarif, il est établi pour 240 heures. Et comment dirais-je, on prend, plus on fait voler l'avion, moins l'heure de vol va être chère. Voilà. Exact. Bonsoir, Jamila, instructeur. J'ai fait une fois un vol à Argentine à l'atterrissage, l'avion a dérapé latéral. Ben, ça peut arriver s'il y avait du vent de travers. Ça peut arriver, mais déraper, oui, il peut sortir de son axe un peu, mais son axe, pas de la piste. Si le vent était très violent et que, par exemple, bon, là, tu m'as dit, j'ai fait le vol, donc tu as constaté qu'il avait fait une embardée à droite ou à gauche. Ça, en général, c'est dû au vent travers. Il ne faut pas croire, ben, laisser des... Mais des fois, vous avez l'impression, surtout sur un ATR, de sentir des embardées comme ça, parce qu'il faut savoir que l'ATR a les trains sous le fuselage, et ils sont un petit peu rapprochés. Et vraiment, à très faible vitesse, où il faut prendre la roulette de l'air, donc il faut le contrôler au pied. Et il fait ce qu'on appelle un roulis charolais. Si le gars, bon, prend la roulette tout de suite et vous aurez l'impression qu'il dérape comme ça. Mais bon, c'est pas un dérapage, c'est généralement contrôlé. Tant qu'il sort pas de la piste, c'est contrôlé. Les qualifs Air Algérie, c'est chaque 5 ans. Non, c'est pas une obligation, ça dépend de l'amortissement de la qualif précédente. Si la compagnie fait passer quelqu'un en qualification de type sur un type de machine, elle va l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait amorti sa qualif, mais entre-temps, il peut avoir peut-être passé 2 ans ou 3 ans maximum, 2 ans ou 2 ans et demi, et s'ils ont besoin de lui pour le faire passer sur une autre machine, ils le font passer. Donc c'est toujours une histoire de seniorité et de besoin et compagnie. Taha, j'ai été formé par le commandant Basrel Karim, gentil garçon, gentleman et professionnel, Basrel Karim. Taha, tu es pilote? Donc j'imagine, puisque tu as été formé par Basrel. Moi, le commandant Belzrir, il a volé avec moi comme copilote. Donc c'est là où je m'aperçois que j'ai vieilli. Voilà. Oui, bon, lui, il n'a jamais voulu faire aussi bad, le truc. Ouais, C'est 30, il n'a jamais voulu bouger. Il m'en avait parlé. Ouais. ouais, c'est la promotion, je pense, je sais pas, Touati ou quelque chose comme ça. Bon, Exact, oui. Oui, c'est des gens qui avaient fait Hasbrook, non? oui, je crois, oui. Orange. Ah, Maurice Lagrange. Bel Alors, Captain, est-ce que tous les avions peuvent déverser ou délaisser du fuel? Non. Alors, les avions sont équipés d'un système de dumping selon certaines exigences de performance. Alors bon, sans rentrer dans les détails, mais en gros, c'est le suivant. C'est que si l'avion a la masse maximale au décollage, moins 15 minutes de vol, satisfait aux exigences en cas de remise de gaz, de la pente après remise de gaz, avec un moteur en moins, s'il satisfait à ces exigences, c'est-à-dire s'il monte suffisamment, qui correspond au plancher qui lui est demandé, il n'aura pas besoin de système de dumping. Par contre, si
au bout de 15 minutes après décollage, en ayant décollé à la masse maximale au décollage, il ne répond pas aux exigences de pente du deuxième segment en cas de remise de gaz, il faudra qu'il ait un système de dumping. Alors, par exemple, les triréacteurs étaient tous pratiquement équipés avec un système de dumping. Les quadriréacteurs aussi, parce que ils ont les multiréacteurs, plus que 2 réacteurs, ont un rapport poids-poussée qui est plus défavorable que les biréacteurs. Et même parmi les biréacteurs, je sais qu'il y a certains types d'avions, selon les moteurs qu'ils ont, ils ont ou non pas un système de dumping. Donc c'est propre aux performances de l'avion avec N-1 moteur à la masse maximum au décollage, moins 15 minutes de vol. Ben, JB, tu prends l'Airbus 330-200A, le Citizen, le dumping, et le 330-300 ne l'a pas. Donc voilà. Et pourtant, parce que le 300 doit avoir des moteurs beaucoup plus puissants. Exactement, par rapport au GE que... Alors, attends, si j'ai bien compris. Justement, on peut juste rajouter que en cas de nécessité absolue, même si l'avion est en surcharge, on peut quand même revenir se poser. Je dis en cas de nécessité absolue. C'est ce qu'on appelle un overweight landing. Il y a des conditions pour le faire pour chaque type d'avion. Voilà. Exact. D'ailleurs, l'overweight, JB, je pense que c'est des flat approach, c'est-à-dire que la pente n'est pas la même que quand on est en mode normal. Du tout. C'est juste la vitesse verticale qui doit être maximum de 360 pieds minute. Et toute la différence entre... Ouais, voilà. Au niveau, en règle générale, hein, sur la certification, au poids maximum au décollage, l'avion doit pouvoir se poser avec une vitesse verticale maximum de 360 pieds minute. Par contre, au poids maximum à l'atterrissage, l'avion peut se poser à 600 pieds minute. C'est toute la différence. Alors après, chaque type d'avion, il va éventuellement y avoir une procédure particulière pour un atterrissage en overweight. Mais ce que dit la réglementation, c'est ça. Et la particularité pour une remise, ce sera au niveau de la remise des gaz. Dans le cas où il y a remise des gaz, les volets passeront comme si le moteur, comme s'il n'y avait pas de moteur, donc ils passeront de full à 1 pour éviter justement sur 330. Avez-vous la chance de piloter? Oui, justement, c'est pour ça que après, c'est spécifique à chaque type d'avion. La procédure elle-même est spécifique à chaque type d'avion. Avez-vous la chance de piloter un 330 Neo? Le 330 Neo, c'est exactement le 330-200 ou 300 ou là, designé et en plus avec un gain de fuel. Il est doté de moteurs pratiquement GE, du moins ceux qu'ils ont commandés en Algérie, mais ils gagnent mieux de fuel, ils gagnent de... JB, tu es en train de crier. Voilà. C'est le loup, hein, Wolf. You are the wolf. Il y a une question intéressante. Il y a une question intéressante de Sable Noir. Pourquoi right engine failure avec crosswind, right from the right, causes the greatest control problem? Bon, I don't know if you want me to answer in English or in French. Ok, on va le faire en français. Si vous ne comprenez pas, je répéterai en anglais. Ben, c'est tout simplement qu'un avion, quand il perd, par exemple, si on perd le moteur droit, par définition, il va avoir tendance à partir à droite. Il va avoir tendance à tourner à droite. Et du fait de la stabilité de route, quand on a un vent de travers à droite, ben, l'avion va avoir tendance à se mettre dans le lit du vent. C'est ce qu'on appelle l'effet girouette ou wind cork effect. D'accord? Donc, on aura une double tendance de l'avion à virer vers la droite. Il faudra mettre donc du palonnier à gauche. Le problème est quoi? Il est possible que dans ces conditions-là, l'efficacité de la gouverne de direction soit insuffisante pour contrer les deux effets vers la droite de l'avion. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle. Enfin, il n'y a pas sur les avions à réaction, il n'y a pas de moteur critique. J'expliquerai un jour qu'est-ce qu'on appelle le moteur critique, mais il n'y a pas de moteur critique. Mais là, c'est une situation qui
complique la gestion de la panne moteur. Mais en règle générale, les avions sont conçus de telle sorte que leur gouverne de direction soit suffisamment grande pour être capable de contrer ce genre de situation. Toujours dans le domaine avec le maximum vent travers autorisé pour l'avion, etc., etc. Voilà. Et pareil, deux pilotes militaires en formation ont été tués dans un crash d'avion à Kayseri, Turquie, je suis pas au courant. Ben, c'est aujourd'hui, ça, Nourdine. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, il y en a, oui, il y en a, il y a eu aussi un gars un pilote de chasse qui s'est tué en faisant comment dirais-je, un stunt, quoi, une voltige. C'était en Turquie. Alors, quand j'ai eu mon bac, j'ai rêvé de faire pilote. Une question pour JB. Il t'a dit de parler sur le logiciel en basique qui intègre les EFP, le central du 727. Basic. Quand il avait l'Amstrad. Non, je pense. Quand il n'y a pas de moteur et plus de Je générateur. cherche la question en question. C'est quoi alors? Quelqu'un demandait à JB le truc basique que tu avais Ah fait. ouais, Logiciel. En basique qui intègre les OFP. Ça c'est Rachid de Brazzaville. Les OFP, C'est Rachid oui. de Brazzaville. Ouais. Oui, à l'époque, comme on n'avait pas de système informatique embarqué, et les devinements et de centrage étaient faits à la main par les agents d'escale, par les agents des opérations. Moi, j'avais constitué sous BASIC, j'avais fait en BASIC de l'époque, hein, où il fallait tout faire. C'était pas avec un Amstrad, c'était avec un C2I Honeywell. Voilà. C'était du GW BASIC. Et j'avais fait tout le logiciel qui me permettait de calculer pas seulement le devis de masse et de centrage, mais également ça me permettait de calculer le carburant nécessaire pour faire une étape donnée, et ça me permettait également de calculer le fuel en route, enfin les estimés carburants en vol sur la base de l'Integrated Range de Boeing, voilà. Et je l'ai toujours. Maintenant, bon, sous Windows 10, il tourne plus. Donc, il me faut un Windows maximum. C'était Windows 7, je crois, qui me permettait de le faire tourner. Mais il marchait très, très bien, mon logiciel. Ça me permettait de faire de me soulager de pas mal de calculs en vol. Rachid, son rappel, c'est qu'il doit fonctionner très bien. Modèle K, quand il y a une panne de moteur, quand il n'y a pas de moteur, donc il faut savoir que quand il y a panne de deux moteurs et plus de générateur, c'est normal puisqu'il n'y a pas les moteurs, j'ai vu qu'il y a une petite hélice qui sort en dessous. En fait, ça ne sort pas au-dessous, donc tu parles peut-être d'un autre type d'avion. Sur le 117, je pense que c'est en dessous, sur les autres avions. Mais sur Airbus 330, c'est sur le troisième fairing à droite. On l'a montré la dernière fois quand Mourad faisait la vidéo autour de l'avion. Il y a une espèce d'endroit, au troisième fairing. Les fairings, c'est des espèces de body que vous voyez comme ça, comme l'hydravion à peu près sous l'aile. Le troisième, quand il y a perte des deux moteurs, effectivement, il y a une rame air-turbine, on appelle ça une rate, qui sort automatiquement, et si elle ne sort pas, elle est même forcée manuellement pour pressuriser l'hydraulique et générer de l'électricité à travers la génératrice électrique de secours. Voilà. Ça permet le handling de l'avion, en dehors du fait que l'APU peut, si elle est fonctionnelle, elle peut se mettre en route, l'Auxiliary Power Unit peut se mettre en route pour générer un petit peu d'électricité pour les tableaux de bord surtout. Mais pour ce qui est de handling de l'avion, donc avec le side stick et tout, c'est cette rame air turbine qui brasse de l'hydraulique et de l'électricité pour donner vie un petit peu à cet avion en attendant de se poser. Mais entre-temps, si vraiment c'est pas un damage, pendant cette manœuvre-là, les pilotes ils ont une checklist dual engine failure,
et ils vont essayer de rallumer un à un, toutes les 30 secondes, ce moteur. Des fois, ça marche. Des fois, si par exemple il y a un damage, ben, ça ne va pas se démarrer. Si les N1 sont à zéro, ça veut dire qu'il y a un damage, que les moteurs sont out. Mais si il y a encore du jus, comme dirait l'autre, dans les N1 et tout, quand le gars va essayer, ben, il pourra redémarrer un des moteurs. C'est une procédure très compliquée, mais avec cette rame air turbine, ça permet au moins d'avoir des commandes fluides par rapport à ce qu'il n'y ait pas. S'il n'y avait pas de rame air turbine, c'est comme sur le manual reversion, par exemple, sur le 37. Sur le 37, quand on faisait, c'était vraiment câblage et il n'y avait ni rame air turbine, ni brassage, ni brassage pour faire tourner les espèces de pompes hydrauliques. Voilà. Il y a un concours pour entrer à Algérie avec le même diplôme. Je n'ai pas compris trop la question. Boeing annonce sérieusement son intention d'abandonner le programme 737 au profit du NM. Pas au courant non plus, Amrad. Parce que là, ça m'étonnerait, hein, mais bon, que Boeing abandonne. Surtout qu'il y a l'annonce de l'Airbus 321 LXR. C'est les bonjours. Rachid veut te faire parler, JB. Lui qui est à Brazzaville, il veut... L'ETF, on peut en parler, mais c'est assez long. Je ne sais pas. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Tu peux, hein, vas-y, tu peux. S'il y a quelque chose, après tu veux... L'ETF, en fait, l'ETF, c'est un pari. C'est exactement, c'est un pari sur le fait qu'on va rencontrer en vol exactement les conditions météorologiques, altitude et vent, etc., et température, avec lesquelles on a calculé le fuel qu'il nous fallait. C'est-à-dire que, en fait, quand on calcule du fuel pour un vol, on prend ce qu'on appelle des réserves de route. Elles sont ça dépend des minimum 5%. 5% de la consommation croisière. Il est possible que, pour emporter de la charge marchande supplémentaire, on ait le besoin de dire, tiens, et si je prenais pas les réserves de route? Ça veut donc dire que si je prends pas les réserves de route, ça veut dire que je fais le pari que le vol va se dérouler d'abord au niveau que j'ai calculé, que j'ai anticipé, et avec les vents et les températures et tout ça que j'ai utilisé pour mes calculs. Donc c'est un pari. Bon. Admettons que on dise, bon, je fais le vol et je n'embarque pas les réserves de route. Par contre, il va bien falloir que je vérifie pendant le vol que j'arriverai à ma destination avec la quantité minimale de carburant requise, etc., avec la capacité de dérouter, etc., etc. Donc, pour ce faire, on prend un terrain en cours de route, qu'on appelle l'ETF, l'escale technique facultative, et entre le point de départ et l'ETF, on ne va pas prendre les réserves de route. D'accord. À ce point, un peu avant ce point d'ailleurs pour pouvoir descendre éventuellement, on va calculer le fuel qui nous reste, on va vérifier le fuel qui nous reste et on va vérifier que ce fuel nous amène à la nouvelle destination en ayant cette fois-ci les réserves, etc. et toutes les réserves réglementaires. Pour vous donner un exemple, quand on faisait par exemple Damas-Alger avec le 727, comme on avait du vent en face, il y avait des chances, on était un peu en limite d'autonomie. Donc, on prenait Annaba comme ETF. Donc, on prenait le carburant, on déposait un plan de vol Damas-Annaba avec subject to in-flight rerouting, donc dans la case 18 du plan de vol, on mettait sujet à un éventuel rerouting vers Alger. Et le carburant qu'on prenait, on prenait le carburant jusqu'à Alger, mais on ne prenait pas les réserves de route entre Damas et Annaba.
au point de décision, qui était un petit peu avant Annaba, qui était en fait le point de descente vers Annaba. On vérifiait que le carburant qui nous restait nous permettait d'aller à Alger avec les réserves, avec tout, en étant tout à fait réglementaire. S'il nous permettait de continuer à ce moment-là, on demandait un rerouting sur Alger, mais il faut bien se mettre dans le crâne que Alger n'est pas un déroutement d'Annaba, on doit avoir encore un déroutement derrière Alger, et si on n'avait pas ce carburant réglementaire, eh ben on devait se poser à Annaba, on devait descendre et refueler à Annaba. Voilà, en gros. Hein. Bon, maintenant, je pense très honnêtement qu'il doit y avoir encore des vols qui doivent se passer avec ETF. Mais étant donné que maintenant les plans de vol techniques et les météos qui sont donnés, les vents, etc., arrivent à être extrêmement précis, tellement, parce que ça se justifiait à l'époque parce qu'on avait des météos qui étaient douteuses. Mais maintenant, je pense que ça ne se justifie plus. Mais là, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a encore des vols avec ETF. Alors, JB, les seules fois où il y a l'escale technique facultative, il il l'intègre sur le plan de vol comment on appelle ça, sur les 37 quand ils font le Moyen-Orient. Alors, des fois, ils mettent ces 37. Bon, il y a des l'emport carburant, mais quand le gars au retour, il a quand même cette espèce de TF à sa disposition. Si vraiment il est alourdi au retour, après ils ont abandonné l'histoire de mettre les 37-800 sur le Moyen-Orient. À part, ils ont gardé le 37 à un moment donné sur la Jordanie. Et sans plus, ils avaient même fait Doha au début, à un moment donné, et avec des ETF au retour. Mais bon, ça passait juste. Le gars, quand il arrive sur la FIR, pratiquement, il dépasse Malte. Il ne sentait pas le besoin de se poser ni à Tunis ni à Annaba. Il continuait sur Alger, surtout quand il fait beau. Et tant qu'il avait le fuel à l'arrivée qui lui permettait de faire au moins une attente, bon, ben ça passait. Après, ils ont abandonné carrément la programmation des avions limite pour le. Mais bon, sinon, le 330, il n'y a pas de TF, on n'a que les escapes ou les déroutements. Bon, enfin, on avait. Quand je parle on a, j'y suis toujours, j'y suis plus. Donc, je sais que en 747, le Paris-Los Angeles, il se faisait en 747 avec une ETF à la Nouvelle-Orléans, ou un truc comme ça, ou au Nevada, enfin peu importe. Il y avait un truc comme ça, ouais. Avec voilà, Tucson ou un truc comme ça. Oui, mais surtout que le 347, d'abord, quand il traversait, il montait pas haut. Hein, donc, tu as vu qu'est-ce qu'il consommait comme fuel aussi. Oui, c'était l'époque des croisières ascendantes Exact. avec les quadri-réacteurs. Oui. Voilà. 707 ou du Mahaga, c'était une époque où Ouais. Obama Il faut, était WA. ouais, Là, j'adore les ranks. il faut savoir, Lies, il faut savoir que nous, avec le 727, par exemple, à full load, on ne pouvait pas monter au-delà du 280. Hein. Ouais. On montait à Ah oui, hein? 280, il fallait consommer du carburant. Après, tu montais au 310. Et comme à l'époque, avant le RVSM, ça montait. Après, c'était des 2000 pieds par changement de niveau. Hein. C'était pas Exact. évident. Hein. Exact. Il fallait bouffer du carburant pour pouvoir. Pardon? شحال الماكسيموم تاعو ماكسيموم يعني en termes de flight level. Le maximum, c'était 410. C'est quand même beaucoup, hein? Et une fois, je suis monté au 410, on était à vide. Tu redescends vite fait, hein, parce que vraiment, c'était vraiment très pointu. Hein. Doublement, tu demandes le délestage du 27. Je n'en ai aucun souvenir. Bon, là, de qui peut nous dire JB. En croisière, on faisait en gros du 4 tonnes 5 à l'heure. Ouais, d'accord. En gros. Hein. Ouais, donc, Ça dépendait du poids, mais en général, c'était dans les 4 tonnes 2, 4 tonnes 5. ben, le 47, il faut prévoir pratiquement le 1,5, hein, donc à peu Ouais, près dans les 8 tonnes. Le 8 tonnes 47, dans les 8 tonnes, ouais. à l'heure. Un truc qui m'avait sidéré, c'était que le 340, une fois j'étais parti à Johannesburg, à l'époque de Khalifa, j'étais parti à Johannesburg en 340,
Et le 340, il bouffait à peine plus. Avec 4 réacteurs, il bouffait à peine plus. Je crois qu'il bouffait dans les 5 tonnes 2 à l'heure par rapport au 727. Donc c'était vraiment... c'est là où on voit la différence de moteur et tout ça, quoi. Ouais, bah oui, 330 c'est pareil, hein. Du 5 tonnes max à leur fuel flow. Enfin, en consommation fuel. Qui pose une question intéressante, la TikToker. Comment calculer le taux de rentabilité minimum d'un vol? Ce n'est pas à nous qu'il faut le demander, hein. C'est pas à nous, pilotes, qu'il faut le demander. Ça, c'est les gens des opérations et de la commerciale. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un taux de remplissage d'équilibre. Et un taux de remplissage d'équilibre qui, pour chaque vol, varie. Alors, je sais pas, le vol peut être en équilibre financier à 70% de remplissage ou à 75%, etc. Et c'est là-dessus que joue le yield management. Quand vous voyez, par exemple, que en last minute, on vous permet d'avoir un siège pour un prix défiant toute concurrence, c'est tout simplement qu'il y a dans toutes les compagnies aériennes un service qui s'occupe de ça, qui part du principe que une fois que l'avion a été rempli au taux de remplissage d'équilibre, il y a encore des sièges de libre. Un siège transporté vide consomme du carburant. D'accord? Donc, on va essayer de vendre ce siège, même si on le vend moins cher, mais au moins, on va gagner quelque chose plutôt que de le transporter, ce siège, vide. Voilà. C'est ce que font. Et c'est comme ça que plus vous êtes près du départ, plus vous pouvez avoir des sièges à bas prix, parce que on préfère remplir l'avion, faire payer un gars, mettons même il va payer 40% du prix du billet, mais au moins on ne va pas transporter son siège pour rien. Voilà. Mais nous pilotes, on n'est pas intéressés. Nous, notre boulot consiste à faire le vol selon le plan de vol technique qui lui-même est établi pour la meilleure rentabilité fuel. Après, le remplissage de l'avion, c'est plus notre problème. On est toujours content que le vol soit plein, mais qui me gueule que JB, à la limite, ce calcul-là ne nous incombe pas. Même les grandes compagnies le font en ce moment. Il n'y a pas que les low cost qui font ça. Même les grandes compagnies offrent le last minute price. Et justement pour éviter que ces avions partent amoindris. Et il faut savoir que les grandes compagnies, enfin ce qu'on appelle les compagnies Five Stars, travaillent beaucoup plus sur la première classe. Une fois qu'ils ont rentabilisé la première classe, ensuite, ils peuvent même vendre au très bas prix le reste. Et ils rentrent dans leur coût. Donc voilà, c'est ce que fait Emirates, Qataria, truc et tout. J'ai vu ce matin à la télé, ils ont parlé de la rentabilité des compagnies aériennes. J'ai été sidéré. Le pourcentage, la marge bénéficiaire des compagnies aériennes en moyenne est de 2,5%. Ouais. Et il disait que le gain par passager se situe aux alentours de 5 euros. C'est absolument incroyable. Et il disait que les compagnies comme Emirates, Qatar Airways, etc., étaient ce qu'elles étaient parce que, en fait, ils ne se soucient pas de la rentabilité économique du truc. C'est le plus important, c'est de faire du soft power. Donc, même s'ils perdent de l'argent en faisant voler leurs avions, ils font du soft power. Mais j'ai été sidéré d'apprendre qu'une compagnie aérienne gagnait en moyenne 5 euros par passager. Ouais, bah oui. La masse se trouve à la classe. Oui, si on veut, un avion peut être frappé par la foudre. Oui, Mahidine. S'il se frotte du côté des nuages chargés, oui. Ils sont chargés d'interaction, enfin d'interaction électrique, donc il peut être frappé par, ou s'il passe entre deux gros nuages style cumulonimbus, oui, s'il passe en dessous, oui, il peut être tapé par la foudre. Mais il faut savoir que la foudre n'est pas tellement, ne pose pas un gros problème pour les avions, puisqu'ils sont conçus pour ça avec les statiques.
et qu'ils ont sur les ailes. Et en plus, même si l'avion est tapé de devant sur le radome, il peut endommager le radar. Mais il y a des témoignages de personnes. Moi, je l'ai jamais eu, mais j'ai été tapé par la foudre. Mais bon, ça, c'est parti rapidement. C'était sur le 67 en finale avant. Mais sinon, des fois, vous avez une boule de feu qui traverse de par la cabine. Mais bon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et la prédiction de tout ça, quand on voit les feux de Syntel en général sur les pare-brises, c'est qu'on n'est pas loin des masses orageuses. Et donc, il faut faire attention et très bien exploiter le radar. Les statiques discharge antennas, oui, elles existent, mais ça ne fait que dissiper l'électricité statique due simplement au déplacement de l'avion, parce qu'en fait, l'avion se charge électriquement du fait du frottement de l'air sur le fuselage. Mais ça dégage effectivement de l'électricité statique, mais c'est insuffisant à dégager la quantité d'électricité qui est déchargée par un orage. Donc là, ils sont dépassés, quoi. La capacité est dépassée. Voilà. En plus de ça, n'oublions pas que c'est pas tout à fait le même type d'électricité. C'est l'électricité statique et l'autre c'est pas de l'électricité statique. Voilà. Le plus important, c'est d'éviter de se frotter à ces masses nuageuses et tout le monde est content, pilote et passager. Tapé par la foudre, ça veut dire tomber amoureux. Sable noir. Oui, en quelque sorte, mais bon, on n'a plus l'âge pour ça. Si, j'ai pas lu là. Tapé par la foudre, Nordine, ça veut dire tomber amoureux. Je préfère tomber amoureux que d'être foudroyé par quand je suis en avion, entre nous. Les compagnies aériennes réalisaient des bénéfices avec premium économie de 34%. Oui. Tu sais, les chiffres diffèrent de compagnie à une autre. Hein. Et c'est pour ça que vous avez les classifications des compagnies en fonction de leur prestation de service, en fonction de leur avion, de leur timing, de beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire quand il y a une compagnie qui est classée parmi les derniers qu'une compagnie est à éviter quand elle est blacklistée par un pays en général. Si elle est blacklistée, si elle est portée sur une liste noire d'un pays, pour raisons seulement techniques ou truc, pas pour des raisons politiques. Là, oui. Là, il faut s'en méfier. Et il y a une liste, justement, qui porte quelques compagnies qui manquent à leurs obligations de maintenance, obligations de sérieux, obligations de comportement de pilote. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires parce que c'est assez étayé comme chose pour former des pilotes sur différents simulateurs en fonction des avions, ou juste deux. Pour former des pilotes sur différents simulateurs en fonction des avions, ou juste deux. Le seul genre. Non, ça veut dire que le gars, quand il est en compagnie, imaginons qu'il est pris nouveau en compagnie, par exemple Air Algérie, il va commencer par la TR. Donc il va faire sa formation sur la TR, il va faire le mois de théorie, plus pratiquement presque un mois, un autre mois presque au simulateur, il y a une quinzaine de séances. Et c'est tout. Il va faire ses armes, comme dirait l'autre, sur cet avion, jusqu'à ce que la compagnie décide de le faire passer sur une autre machine. Et à ce moment-là, il va changer de simulateur. Mais en Algérie, il y a un simulateur ATR, il y a un simulateur 737-800NG. Et il y a une place aussi, je ne sais pas s'ils vont ramener celui du 330 ou pas. On ne sait pas. Le simulateur, il faut savoir quand il est acheté par une compagnie, c'est en fonction du nombre d'avions qu'elle a. Parce que ça ne sert à rien des fois d'acheter un simulateur qui coûte presque autant qu'un avion, si c'est pour ne pas l'amortir. Et il est très long à amortir un simulateur, sauf s'il est utilisé pratiquement
comme dirait l'autre, H24, parce qu'il y a la S1, la S2, la S3, la S4, c'est des séances de 4 heures, 4 heures. Il faudrait qu'ils soient rentabilisés. Elle est une. Deux, il faudrait, pour que Simu soit rentable, allez, disons que la compagnie doit avoir au moins à peu près 25 avions du type, à peu près, qui met le 37 elle là, qui met la TRL là. Pour le 330, les formations se sous-traitent ou à Paris, au Cimaero, ou à Madrid au niveau du CAE, Iberia, ou à Toulouse avant, quand, chez Airbus. Bon, ça revient moins cher, donc vous voyez, 4 équipages être formés sur ces avions, sur ces simulateurs-là, que d'acheter un simu pour former tous les ans, par exemple, 4 ou 5 équipages sur le type d'avion. Bon, c'est comme ça, c'est un programme de formation et la compagnie voit un petit peu sa rentabilité, elle a raison pour ça. Quant aux instructeurs sur simulateur, tout dépend des qualifs que l'on a. Nous, à l'époque où on pouvait voler sur 2 machines en même temps, moi je faisais du simulateur sur 737 et sur 727, parce que j'étais biqualifié comme instructeur sur les 2 machines. Mais je crois que maintenant ça se fait plus, et donc on fait que le simulateur pour lequel on a la qualif qui est toujours valide. Voilà. Exactement. Question de Mehdi El Ghalbi. Pourquoi entre-t-on toujours par le côté gauche pour l'embarquement? JB. Honnêtement, je ne sais pas. J'avais lu la raison, mais je ne sais pas, c'est pas. Il y a une explication pour ça, c'est vrai. Moi, je ne m'en rappelle plus alors. Je te jure que moi non plus, mais je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il y a une Par contre, je sais une chose, c'est qu'on démarre, enfin tout au moins, à mon époque, on démarrait toujours le moteur opposé au côté. En premier, on démarrait le moteur 2, opposé à côté où les passagers avaient embarqué. Voilà. Sauf sur 727 où on démarrait 1, 2, 3. Mais bon. Voilà. Mais maintenant, bon, ça, avec les figures surtout, enfin, les figures, généralement, c'est le 1. Et 330, c'est toujours le 1 parce que c'est une histoire de pressurisation de la bâche bleue pour la roulette et les freins, parce que les freins sont alimentés par le bleu, mais on peut commencer par le 2, c'est-à-dire que c'est une procédure Airbus pour pressuriser le freinage. Mais si le gars, par exemple, il met son frein de parc et il le pressurise par bleu, il peut Mohamed, salut. Salut Nadine, ça va? Tu vas bien? Et toi? Ça va. Ben, je rentre du boulot, je suis en route. Regarde le canal, je suis ta femme. Pour me dire que tu rentres de boulot. Non, j'ai vu la question, c'est pour ça que je rentre tout de suite. Je rentre d'un vol, donc j'ai vu. Khaled Koualish, il rentre de côté gauche. Oui, bien sûr qu'il y a une réponse. Parce que tous les portes de service sont de côté droit, tout simplement. Ouais, Donc l'embarquement se fait de côté gauche. Oui, mais tu sais très bien que les portes de service, normalement, doivent être fermées pendant l'embarquement. Oui, mais pour X raisons, ils peuvent être utilisés, les PMR et tout. Pour X raisons, ils peuvent être. Et sachant que Zman, c'était pas aussi réglementé que maintenant, il faut qu'ils soient fermés et tout. Donc ça fait longtemps, ils ont décidé que ce soit côté gauche, embarquement, et le porte-service, on les laisse côté droit. Ouais, ça tient la route. Sachant que parfois, Mazal, que là, pour 4 grands retards et tout comme ça, par autorisation, l'arrière, on peut ouvrir et continuer, terminer le chargement. Moi, j'autorise. Donc, ils sont partis. Moi, j'autorisais l'embarquement, même avec les portes ouvertes. Bon, c'était une question de sécurité qu'ils ne voulaient pas. Et on mettait et je demandais au gars de la cabine de mettre le rideau. Surtout quand c'était l'embarquement sur la R2, la L2 et L2. Donc voilà. Mais bon, c'était pour rattraper un petit peu les retards, parce que des fois, ils venaient en retard et tout. Exactement. Les gars de la sécurité allaient un peu, mais bon, je donnais mon explication et ça passait bien. Mais c'est vrai. Il y a aussi l'avitaillement du carburant sur le NG, pas le 330. Il se fait côté droit.
JB, tu voulais dire quelque chose sur ça? Je voulais dire que pour Zulu Delta, le VFR de nuit n'est pas autorisé en Algérie. Ouais. Combien peut monter un avion maximum? Ça dépend de quel avion d'abord et de son plafond théorique par le constructeur. En général, tous les avions commerciaux pratiquement montent jusqu'au niveau 410. 107 monter jusqu'au 430. Et question de conception plus pressurisation au niveau de la différence de pression delta P par rapport à l'attitude cabine pour ne pas trop gonfler cette cabine. Et c'est tout. Mais les autres avions, il y en a qui montent jusqu'au 450, voire 500, les Learjet, j'ai pas tout en tête les modèles d'avions. Mais en commercial, voilà, c'est à peu près ça. Parce qu'il faut savoir que disons le 410 ou un 430, il faut penser aussi du vol et en même temps pour la descente, pour faire enfin pour faire réguler cet avion en descente par rapport à son attitude cabine. Quel est le pourcentage participant? Le problème de l'altitude max, il se pose, comme tu disais avec raison, c'est des problèmes de delta P, de différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Plus l'avion est gros, plus c'est difficile ou si vous voulez, l'effort qui va être fait sur la cellule va être d'autant plus important que la différence de pression est importante entre l'intérieur et l'extérieur. En plus de ça, donc quand on prend un avion beaucoup plus petit, comme les avions exécutifs et tout, au point de vue de la résistance des matériaux, c'est plus facile d'avoir sur ces avions une delta P plus importante de l'ordre de 9 voire 10 PSI, alors que sur une grosse machine, 8,50, c'est déjà le maximum de delta P qu'on peut avoir. Exact. Avjik, salut Abkader. Là, je suis sûr qu'il va te poser une question en anglais, JB. Oui, salam alaikum. Salam. Ça va. Comme Bon, ça, monsieur, que dire du système Ferrofly d'Airbus? Ferrofly qui suggère que deux avions volent au même axe, l'un derrière l'autre, avec une séparation de 3 km. C'est dit que ce système, cette solution est utile pour minimiser la consommation de carburant avec 5%. Ferrofly هكا جاية شغل طيارة تطير مور الأخرى avec séparation قليلة بزاف 3 km برك. Merci. Honnêtement, j'ai pas compris ta question. Zero flight? oui, je t'explique. J'ai entendu parler de ça. Il y a une étude qui est menée par Airbus. Ils disent que on pourrait bénéficier d'avantages en point de vue de consommation de carburant en faisant voler deux avions de même type, l'un derrière l'autre. Celui qui est derrière bénéficierait un peu d'un effet d'aspiration ou un truc comme ça, qui ferait diminuer sa consommation de l'ordre de 5%. J'ai entendu ça, j'ai vu un truc qui est passé comme ça sur Internet. Ouais. Maintenant, je n'ai pas plus d'informations techniques par rapport à ça. Moi, ça me semble me poser un problème quand même assez important, qui est celui de la turbulence de sillage. Ouais. Bon, certes, la turbulence de sillage a tendance à aller vers le bas. Bon, donc, s'ils sont à la même altitude, à 3 km derrière, peut-être que ça peut le faire. Mais enfin, bon, là, je peux pas en dire plus. Jésus a pris ça, bon, pourquoi pas. Mais bon. Abkader, désolé, moi j'avais mal compris. Je pensais que tu avais dit zéro avec la prononciation. Lui, il avait tout de suite compris, JB, que tu parlais du Ferrofly. D'accord, mais bon, c'est bon. Merci. Et que dire du système Dragonfly, qui est équipé par des caméras et des instruments inspirés par Dragonfly qui a la vision de 360 degrés. Airbus suggested that it will remove one pilot. It will require only one pilot on board.
but still faces some problems because you can't tell when the pilot is partially incapacitated. You can't tell by عندها بزاف لي بروبليم هكذا. It's a project flight, it's a project system. C'est un projet d'Airbus, effectivement. Pas d'Airbus seulement, hein. C'est un projet dans l'aéronautique pour ces histoires de zero pilot. Ou là, plutôt minus one. Ils disent un pilote pour l'instant et ensuite, ben, les gars, ils vont arriver vers le truc. Mais ça ne reste que dans le cadre du projet. Et c'est que Tyrol Dragon sont en train de... Ça va être un drone, un avion commercial de bout en bout, équipé de tout, et qui va faire un vol. Mais est-ce que maintenant l'acceptation des passagers va y être? C'est ça le problème, c'est que il va falloir apprendre à tout ce beau monde d'accepter ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Ben, là qu'ils vont y arriver, bon, ben, on sera peut-être pas ici, mais tout est possible dans l'aéronautique, tout est possible. Oui, mais la redondance est importante. Par, كيفاش نقولوا, la redondance pour les systèmes et pour les pilotes. Ok, donc la communication entre les pilotes et l'avion, هذه ما لازمش يكون قال لك تحت deux pilotes. Oui, باش to tell more about mistakes, to fix more pilot incapacitation or partially incapacitated pilots. Tu sais, je veux dire, avec ces histoires-là, l'interrogation. I am not afraid by pilot incapacitation. I am afraid by engineers incapacitation. And sometimes, engineers are, it's very easy when you're sitting on a chair to say that we could do this and this and this, okay? But you've got to be, to put your ass in an airplane and see how it works. And, some engineers should be trained to face some situations, and maybe they might think differently, because all this bullshit, dragonfly, whichever, is just bullshit to me, okay? Because for the time being, and for at least something like 50 or 60 years, we will still need to have brains and balls in the cockpit. Merci beaucoup. Après, il y a un avantage avec ce système. Il y a un avantage. C'est ce que c'est? C'est en cas de problème, l'enquête est très simple. Ou c'est la faute de l'avion, ou c'est la faute de l'ingénieur. Il n'y aura plus à discuter. C'est ou l'avion, ou l'ingénieur. Il y aura le gars pour enterrer les morts. C'est tout. Il y aura le gars pour enterrer les morts. Merci Abdel. Saha, salam alaikum. Comme tu dis, ni compositeur, ni chef d'orchestre, ni musicien, ni pilote ne sont que des interprètes. Enfin, ça dépend. Il y a des pilotes d'ici là qui vont arriver au stade où ils vont accepter ça et rester eux au sol, piloter ces avions à partir du sol, comme font les pilotes de drone, surtout militaires, qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Le gars, il peut piloter son drone à des milliers de miles de sa base. Donc, voilà. Mais ça, bon... Personnellement, tiens chéri, passe-moi des cacahuètes, tu es en train de bombarder Gaza, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Bah, du coup, là, oups. Il y a là, du coup, là, oups. Je me suis trompé. Relation entre la tour de contrôle et le pilote. Eh bien, la tour de contrôle, enfin, il n'y a pas que la tour de contrôle. Le grand public pense qu'il n'y a que la tour de contrôle, mais il y a plusieurs organismes de contrôle. La tour de contrôle s'occupe juste de l'aéroport, une toute petite partie du vol. Il y a le contrôle d'approche, il y a le contrôle en route, etc. Enfin, bref. Mais il faut savoir que les organismes du contrôle aérien, c'est un peu le policier du Carrefour. C'est pas eux qui pilotent les avions, c'est les pilotes. Et les contrôleurs aériens qui ont un rôle extrêmement important, puisque leur rôle en espace aérien contrôlé, c'est d'éviter les collisions entre les avions. Voilà. Donc, si vous voulez, les pilotes suivent les instructions du contrôle pour justement éviter les collisions entre les avions. Parce que de toute façon,
quand on est en condition de ce qu'on appelle le vol aux instruments, en IFR, on n'a pratiquement pas de visibilité extérieure. Et puis de toute façon, ça va tellement vite qu'on ne pourrait pas éviter un autre avion, on le verrait au tout dernier moment. Donc c'est les contrôleurs qui s'assurent par le biais de radars, etc., que les avions ne se rendent pas dedans et ils régulent tout ça en vitesse, en altitude, etc. Et en plus de ça, à bord, on a un appareil qui s'appelle le TICAS, qui est un avertisseur, que toutes les fois qu'il y a un avion qui s'approche de nous, etc., on peut le voir et on peut avoir éventuellement des instructions pour éviter la collision avec ça. C'est en redondance avec les contrôleurs. Voilà. Model car does Algeria have similar bureau to the NTSB? Non. L'Algérie n'a pas de bureau NTSB, communément appelé le bureau d'enquête analyse, mais l'ANAC est en train de travailler, et puisque l'ANAC, l'administration civile, va avoir un bureau d'enquête analyse, comme en France, comme partout dans le monde où ils ont une agence, et comme le NTSB, qui va, en cas où il y a un accident ou un incident, bon, même un incident est pris en charge par le bureau, quand il est assez important l'incident, mais surtout l'accident. Mais il faut savoir que c'est un bureau qu'il faut qu'il ait des moyens humains, matériels, pour pouvoir exploiter tout ce qu'il y a avec l'envoi des inspecteurs sur site. Et généralement, disons que le jour où il y a eu l'accident, par exemple, de la Swift Air au Mali, puis c'était le pays d'occurrence, c'était le Mali, ils ont fait appel au BEA français. L'Algérie avait perdu des Algériens dans cet avion, donc on était partie prenante. Le Mali partie prenante, le Burkina Faso aussi, et l'Espagne aussi, puisque c'est un avion qui appartenait au... Bon, mais c'est comme ça, c'est de déterminer et qualifier l'accident, faire l'investigation de l'accident. Mais ça va venir parce que l'ANAC est en train de travailler sur ça pour l'avoir. Pourriez-vous m'expliquer la loi normale? Voilà. Normal law, alternate law, and direct law. L'avion, quand il est en normal law, c'est il travaille communément avec les computers, les ADR qui travaillent normalement, il va décoller en normal law. S'il perd une protection, des primes ou deux primes ou une prime et un sec, là il passera en alternate law, c'est-à-dire qu'il va être dégradé par rapport à son profil normal de vol. Et il a deux alternate law. Il y a l'alternate one, le roll one, ce qu'on appelle le roll one, et le roll two. Pour faire le discrepancy-biletum, c'est en fonction du flight director de la croix. Si la croix reste, c'est-à-dire qu'on est en alternate one, c'est-à-dire l'angle va être protégé, l'angle. Mais s'il perd son FD, il va perdre aussi le roll, tout le roll, c'est-à-dire qu'il va dépasser l'angle permis qui est calculé par les computers et qui donnera l'information au fly-by-wire au side stick. Le direct low, c'est quand il est en finale, en atterrissage et tout. Mais sinon, il peut passer en mechanical backup, c'est-à-dire carrément il perd tout, et c'est rudder et le pitch, la roulette qui sert de trim pour donner l'incidence, et le rudder, et travailler ces rudder with care, parce que s'il y a des brutes, des abruptes, c'est pas des forces abruptes, l'empennage derrière, c'est pratiquement une aile, et c'est vraiment une surface qui se déplace d'une façon bizarroïde, parce que c'est une aile, et quand il n'a pas les protections, ça peut aller même, l'avion peut se retourner pratiquement et rentrer en vrille, quelque sorte. Voilà. En clair, Yanis, hein, c'est pour ne pas rentrer dans trop d'explications de l'alternate. Et si par exemple l'avion est en normal low au décollage, et si il perd par contre l'angle of attack, deux, soit une à droite et une à gauche et à droite, ou bien au moins deux, donc il va perdre la notion d'incidence.
qu'est-ce que va faire l'avion, puisqu'il est en normal low au décollage? Il va rester toujours en normal low. C'est là-haut qui n'a rien à voir avec les computers, c'est un truc physique qu'il a donné. C'est une girouette. L'avion va suivre son profil, donc il va commencer à descendre. Même si on débranche l'autopilot, il va commencer à descendre. Le gars, il a beau tirer sur le side stick, l'avion va commencer quand même à descendre. Il va essayer de remonter où est l'eau. C'est le seul cas où les pilotes se mettent intentionnellement en alternate low pour lui enlever la protection pour suivre son profile de descente à deck. Et donc, il débranche 2 ADR. Il y a 3, donc il débranche au moins 2. Ils peuvent débrancher 3, mais 3, ça ne sert à rien. 2, et il passe en alternate. Et là, il peut récupérer l'avion. Ça, c'est vu. Il y avait des bulletins Airbus dans ce sens aussi. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Est-ce qu'il y a des questions qui sont passées que je n'ai pas vues, JB ou Elias? Qui vient de poser une question, explique-nous quand le train d'atterrissage ne veut pas sortir. C'est très simple. On a, bon, il y a, pour l'extension du train d'atterrissage, il y a un système normal, donc avec la manette de train, et puis on a une sortie en secours. Et si jamais, même avec les deux méthodes, ça sortait pas, par gravité, on va éventuellement faire ce qu'on appelle des ressources, c'est-à-dire faire descendre l'avion et le faire remonter brutalement pour que par la force, par la gravitation augmentée, le train sorte. Et puis si vraiment il sort pas, ben on rentre dans la checklist partial gear up landing ou bien gear up landing, et on va se poser, train entré ou partiellement entré. C'est déjà arrivé, et puis il y a toute une préparation de la piste, etc., etc. Et puis il y a une technique aussi au niveau du pilotage qui fait que on a eu le cas à Air Algérie avec un Boeing 727 qui s'est posé avec un train rentré et 2 trains sortis, et grâce à la bonne maîtrise de l'équipage et la préparation de la piste, etc., ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, et même l'avion n'a pas tellement souffert. Je crois qu'il a revolé quelques mois après. Donc ça a été bon. Donc il faut pas non plus s'affoler. Puis c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Que le train ne veuille pas sortir, c'est vraiment très rare. Bon, GGF VGH 48, comment éviter la collision avec les avions militaires qui n'ont pas de TICAS? Si, ça peut s'éviter. D'abord, le contrôleur est au courant. 2, sur le ND, là où il y a le matérialisé des avions. Alors, prenez un cas où, par exemple, l'avion, il est matérialisé par une croix jaune sur un Airbus 330, sur les autres, je ne sais pas. Et donc, aux alentours, il y a des espèces de losanges blancs avec plus, par exemple, 1000, plus 2000, ça dépend s'il est 2000 pieds au-dessus et 1000 pieds au-dessus, ou moins 2000, moins 1000 s'il est en dessous. Et il y a des losanges blancs qui n'ont ni altitude, ni plus ou moins quoi que ce soit. Donc ça, c'est des avions ou militaires, ou si par exemple le TICA c'est noise down, donc il peut mettre un down, il peut déterminer des hélicos par exemple qui sont aussi avoisinants quand l'avion est bas pendant une approche et tout. Mais toujours est-il que le contrôleur est là et il avertit. Donc ouais, il a, même l'avion militaire, il a le spot. Donc, quand on approche des fois, il nous est arrivé d'approcher de près, en fait, d'approcher sur le chemin, surtout quand c'est une approche où là, il y a le losange qui passe orange et que l'avion dit traffic ahead. Bon, tout de suite, le contrôleur le sait, il dit voilà, c'est un avion militaire ou un hélico qui va passer, faites attention, c'est tout bon. Après, l'abordage peut incomber aussi à être évité par le pilote, puisque il a aussi des yeux pour voir, mais l'évitement est fait dans ce sens. On peut l'éviter sans problème parce que il a un TICAS, le militaire. Quand le contrôleur n'a pas l'information, il va dire expressément attention, il y a un trafic. Quand il n'a pas ses coordonnées ni rien, il va dire voilà.
il y a un avion non déterminé, faites attention. Ou là. Bon, mais ça peut arriver, mais c'est très rare, parce que ces zones-là sont très, très réglementées et très surveillées. T'es arrivé, moi là, dans le temps, il y avait l'espèce de petit écran d'un TICAS. C'était pas comme un Dalok. C'était pas comme maintenant, tout sur le même truc. Oui, il y avait un petit écran. Ouais. Il y en a un qui pose une question, si un moteur s'arrête, l'autre moteur va augmenter sa puissance. Bien sûr, on va augmenter, alors ça dépend dans quelle situation on est. Si on est au décollage et qu'on a décollé avec une puissance réduite sur les moteurs, c'est-à-dire poussée réduite sur Boeing ou flex take-off sur Airbus, si on perd un moteur, instantanément, on va remettre la go-round thrust sur le moteur qui reste. Et si on est en vol autre qu'au décollage, on va mettre la maximum continuous thrust sur le moteur qui reste. Pourquoi la différence? C'est que la go-around thrust, la puissance de décollage ou de remise de gaz, ne peut être mise que pendant 5 minutes. Donc si on est au décollage et qu'on a décollé avec une poussée inférieure à la poussée max, on va utiliser cette poussée max, mais avec une limitation de 5 minutes. Et si on est en vol autre qu'au décollage, ben on va pouvoir mettre directement la maxi continue. Et à ce moment-là, cette maxi continue peut être maintenue sans limitation de temps. Ouais. Zakaria qui demande à demander à Mourad Amraoui de monter, ça je ne sais pas, et s'il y a des écoutes ou pas. Mourad Amraoui, il est en approche à Montréal. Bah, voilà, donc c'est pas possible qu'il monte. En cours, c'est vrai qu'il est capable, mais bon, maintenant, si un moteur s'est passé. Voilà. Le coût des hublots ovales, on avait déjà répondu. C'est une question de résistance des matériaux. Parce que s'ils étaient carrés, dans les coins, ça serait beaucoup plus faible. La structure serait beaucoup plus fragile que quand on a un arrondi. C'est tout simplement ça. Voilà. Oui, on fait des réclamations, c'est-à-dire que surtout quand il y a le TICAS qui dit traffic ahead, bon, sans incidence après, mais quand il y a, quand il y a une résolution, il y a un ASR, une réclamation express verbale déjà sur la radio. Sinon, ensuite, ben, il faut expliquer ça oui, sur l'ASR. On appelle ça un ASR, un reported. Donc, et l'enquête suivra son cours. Bon, après, le contrôleur va déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Et le pilote va dire voilà ce qu'il a eu à voir sur son écran. Il pourrait cet avion, quel est le secret du triangle des Bermudes? Walid QNH, on avait parlé de ça. Même JB avait même traversé, je pense, il avait dit qu'il avait traversé ça en mer et qu'il n'est rien arrivé. Donc voilà. Triangle des Bermudes est une légende, comme beaucoup de légendes. Les deux régions, TA and error, ouais, traffic and resolution, à once. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, en cas de TICAS, la procédure est exécutée par le pilote en suivant exactement ce que demande son avion, bien sûr, dans les avions qui ont ces options-là. Et sinon, sur le 350, c'est l'avion lui-même qui fait cet évitement tout seul, parce qu'il va faire des interrogations directes avec la menace qui est en face, et il va faire l'évitement tout seul. Et l'autre avion, si c'est pas un 350, par contre, il va lui dire, voilà, si par exemple le 350 monte tout seul, ça veut dire que l'autre en face va descendre, et vice-versa. Les T2, oui, T2 casse. Annie Lamer. Nadir, toi qui es au technique, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer l'histoire des 350? Parce que d'après ce qu'on dit, Air Algérie a abandonné l'option des 350. Ce qui revient dans le chat souvent. Et même, mais bon, il n'y a rien d'officiel en fait.
Je kiffe un jour. Oui, exact. Donc voilà. Nadir JB, donc il confirme. Alors, Algérie a abandonné l'option du 3,50. Et c'est ce qui. Ça se comprend, hein. Ça se comprend pour le choix, justement, pour rester dans la même. Que les moteurs ne sont pas pareils, apparemment, et que ça demanderait encore un plus grand investissement. Et voilà, et ben il va monter nous le dire. Salut Nadir. Salam alaikum. Ça va Nadir? Voilà. Vas-y, parle. La capitaine Nabas, vous allez Oui, bien? oui, très bien, merci. Alhamdoulilah. Bon, je crois que pour les 350, je crois que le projet est tombé à l'eau. Parce que, apparemment, techniquement parlant, il y a eu des études. Je crois qu'ils vont rencontrer beaucoup de problèmes s'ils ils passent à l'octroi des 350. Seulement le monobloc, Premièrement, les moteurs, c'est les pas, réacteurs ne sont pas pareils. voilà, c'est des moteurs Rolls-Royce. Donc, Air Algérie, je pense qu'elle n'a jamais côtoyé ce type de moteur. En plus de ça, il y a le fuselage qui est plein de composites. Oui, c'est un monobloc. Et avec le temps, il y aura beaucoup de problèmes. Même à Air Algérie, le service qui s'occupe des réparations du composite n'est pas vraiment à la, bon, je dirais pas à la hauteur, mais ça va être dur de s'adapter avec voilà. C'est un peu dur. C'est beaucoup plus pour ceux qui ont abandonné Oui, ça doit le être 350. C'est pas quelque chose de, voilà. Ça, c'est l'information qu'on a eue dernièrement. C'est à cause de ça. c'est ce qu'on nous a dit, ouais, le Rolls-Royce, composite, ouais. Voilà, exactement. Malgré que le 350 reste toujours moi personnellement, c'est mon avion favori. Ah, j'adore cet avion, oui, j'adore. Ouais, avec toutes les performances qu'il a, avec tout le bagage qu'il a, donc, bon, dommage. Merci, Voilà. Nadir. Ben, je vous en prie, capitaine. Allez-y. Au revoir. Bon, ben c'est ça, donc c'est confirmé. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Les gens regardent, ils ne posent pas de questions, ils sont timides, ils sont dans leur coin, ils prennent un café ou mettent des péloches. Parce que c'est bientôt l'heure pour JB d'aller prendre son thé. Alors profitez-en, parce que c'est l'heure. Un tea time. Après, vous allez râler. Bon, j'ai 48 ans, je veux devenir pilote. Est-ce que je peux cumuler mon carnet d'horaire et RU to Heavy? 48 ans, tu veux devenir pilote de ligne ou pilote privé ou pilote loisir. À 48 ans, oui, tu peux devenir pilote. Même à 70 ans, tu peux devenir pilote si tu veux. Maintenant, pour la carrière, si tu as une compagnie qui te prend et qui peut investir en toi plus tard quand tu finiras ta formation, pourquoi pas? Parce que 48, 50, la compagnie qui va investir pour toi doit t'amortir. Elle aura que 15 ans pour t'amortir. Est-ce que c'est suffisant? Mais c'est possible, c'est possible. Si tu as un job, hein, ça veut rien dire. Hein. Pour cela, il faut que tu décroches un job. Si tu n'as pas encore fait ta formation, ça va te prendre encore quelque chose comme 2 ans, ça fait 50. Avec de la chance, tu réussis, et pas seulement de la chance, avec du sérieux. Oui, pourquoi pas. Vu qu'il y a une demande de pilote, tu peux être pris. Je pense qu'Arabie Saoudite et Algérie, c'est 350 que Qatar Airways n'a pas pu prendre. Non, c'est pas ça, GF. Je pense pas. Je pense pas que ce soit les mêmes avions que... Parce que les avions que Qatari avait déclinés, c'était des avions où il y avait des problèmes de peinture.
Donc, voilà. Les gars, JB, Et je suis de retour parce qu'il y a eu ils nous ont fait des travaux devant devant notre appartement. d'accord. Alors tu sais, on avait un problème avec un câble électrique qui alimentait la résidence et ils sont venus donc faire une tranchée pour le changer. Donc là, j'ai vérifié, bon, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils avaient terminé. J'ai pu rentrer la voiture dans le garage, c'est déjà ça. Parce que, voilà. C'est bon, on va terminer Oui, Alors d'accord, à la khair. merci beaucoup, Donc les gars. pas demain, puisque Non, pas demain, c'est mercredi. demain c'est RLH. Demain c'est RLH. Ok. Salut, Lies. Plaisir. Allez, Bon courage à tout le monde. ciao, ciao. Au plaisir, Lies. Ciao. Ciao, ciao. À la Au prochaine. revoir, Bon Nordine. courage. Ciao. Au revoir à tout le monde. Ouais, ciao à tout le monde.